La bataille. Trompette, sonnez la charge, tambour, battez la générale, cria Casse-Noisette. Et aussitôt les trompettes du régiment de hussards de Fritz se mirent à sonner, tandis que les tambours de son infanterie commençaient à battre, et qu'on entendait le bruit sourd et rebondissant des canons sautant sur leurs affûts. En même temps, un corps de musiciens s'organisa. C'étaient des Figaro avec leurs guitares, des Piferari avec leurs musettes, des bergers suisses avec leurs cors, des nègres avec leurs triangles qui, quoiqu'ils ne fussent aucunement convoqués par Casse-Noisette, ne commencèrent pas moins comme volontaires à descendre d'un rayon à l'autre, en jouant la marche des Samnites. Cela, sans doute, monta la tête aux bonshommes les plus pacifiques, et à l'instant même, une espèce de garde nationale, commandée par le Suisse de la paroisse, et dans les rangs de laquelle se rangèrent les Arlequins, les Polichinelles, les Pierrots et les Pantins, s'organisa, et en un instant, s'armant de tout ce qu'elle put trouver, fut prête pour le combat. Il n'y eut pas jusqu'à un cuisinier qui, quittant son feu, ne descendit avec sa broche à laquelle était déjà passé un dindon à moitié rôti et n'alla prendre sa place dans les rangs. Casse-Noisette se mit à la tête de ce vaillant bataillon qui, à la honte des troupes réglées, se trouva le premier prêt. Il faut tout dire aussi, car on croirait que notre sympathie pour l'illustre milice citoyenne dont nous faisons partie nous aveugle. Ce n'était pas la faute des hussards et des fantassins de Fritz, s'ils n'étaient pas en mesure aussi rapidement que les autres. Fritz, après avoir placé les sentinelles perdues et les postes avancés, avait caserné le reste de son armée dans 4 boîtes qu'il avait refermées sur elles. Les malheureux prisonniers avaient donc beau entendre le tambour et la trompette qui les appelaient à la bataille, ils étaient enfermés et ne pouvaient sortir. On les entendait dans leurs boîtes grouiller comme des écrevisses dans un panier. Mais quels que fussent leurs efforts, ils ne pouvaient sortir. Enfin les grenadiers, moins bien enfermés que les autres, parvinrent à soulever le couvercle de leur boîte et prêtèrent main forte aux chasseurs et aux voltigeurs. En un instant, tous furent sur pied, et alors, sentant de quelle utilité leur serait la cavalerie, ils allèrent délivrer les hussards, qui se mirent aussitôt à caracoler sur les flancs et à se ranger 4 par 4. Mais si les troupes réglées étaient en retard de quelques minutes, grâce à la discipline dans laquelle Fritz les avait maintenus, elles eurent bientôt réparé le temps perdu, et fantassins, cavaliers, artilleurs se mirent à descendre, pareils à une avalanche, au milieu des applaudissements de mademoiselle Rose et de mademoiselle Claire, qui battaient des mains en les voyant passer, et les excitaient du geste et de la voix, comme faisaient autrefois les belles châtelaines, dont sans doute elles descendaient. Cependant, le roi des souris avait compris que c'était une armée tout entière à laquelle il allait avoir affaire. En effet, au centre était Casse-Noisette, avec sa vaillante garde civique. À gauche, le régiment de hussards qui n'attendait que le moment de charger. À droite, une infanterie formidable, tandis que, sur un tabouret qui dominait tout le champ de bataille, venait de s'établir une batterie de 10 pièces de canon. En outre, une puissante réserve, composée de bonhommes de pain d'épices et de chevaliers en sucre de toutes couleurs, était demeurée dans l'armoire et commençait à s'agiter à son tour.
mais il était trop avancé pour reculer. Il donna le signal par un « couic » qui fut répété en chœur par toute son armée. En même temps, une bordée d'artillerie partie du tabouret répondit en envoyant au milieu des masses souriquoises une volée de mitraille. Presque au même instant, tout le régiment de hussards s'ébranla pour charger, de sorte que, d'un côté, la poussière qui s'élevait sous les pieds des chevaux, de l'autre la fumée des canons qui s'épaississait de plus en plus, dérobèrent à Marie la vue du champ de bataille. Mais au milieu du bruit des canons, des cris des combattants, du râle des mourants, elle continuait d'entendre la voix de Casse-Noisette dominant tout le fracas. « Sergent Arlequin !» criait-il. « Prenez 20 hommes et jetez-vous en tirailleurs sur le flanc de l'ennemi. Lieutenant Polichinelle, formez-vous en carré. Capitaine Paillasse, commandez des feux de peloton. Colonel des hussards, chargez par masse, et non par 4 comme vous faites. Bravo, messieurs les soldats de plomb, bravo! Que tout le monde fasse son devoir comme vous le faites, et la journée est à nous. » Mais par ces encouragements mêmes, Marie comprenait que la bataille était acharnée et la victoire indécise. Les souris refoulées par les hussards, décimées par les feux de peloton, culbutées par les volées de mitraille, revenaient sans cesse plus pressées, mordant et déchirant tout ce qu'elles rencontraient. C'était, comme les mêlées du temps de la chevalerie, une affreuse lutte corps à corps, dans laquelle chacun attaquait et se défendait sans s'inquiéter de son voisin. Casse-Noisette voulait inutilement dominer l'ensemble des mouvements et procéder par masse. Les hussards, ramenés par un corps considérable de souris, s'étaient éparpillés et tentaient inutilement de se réunir autour de leur colonel. Un gros bataillon de souris les avait coupés du corps d'armée et débordait la garde civique qui faisait des merveilles. Le Suisse de la paroisse se démenait avec sa hallebarde comme un diable dans un bénitier. Le cuisinier enfilait des rangs tout entiers de souris avec sa broche. Les soldats de plomb tenaient comme des murailles. Mais Arlequin, avec ses 20 hommes, avait été repoussé et était venu se mettre sous la protection de la batterie. Mais le carré du lieutenant Polichinelle avait été enfoncé, et ses débris, en s'enfuyant, avaient jeté du désordre dans la garde civique. Enfin, le capitaine Paillasse, sans doute par manque de cartouches, avait cessé son feu et se retirait pas à pas, mais enfin se retirait. Il résulta de ce mouvement rétrograde opéré sur toute la ligne que la batterie de canons se trouva à découvert. Aussitôt le roi des souris, comprenant que c'était de la prise de cette batterie que dépendait pour lui le succès de la bataille, ordonna à ses troupes les plus aguerries de charger dessus. En un instant, le tabouret fut escaladé. Les canonniers se firent tuer sur leurs pièces. L'un d'eux mit même le feu à son caisson et enveloppa dans sa mort héroïque une vingtaine d'ennemis. Mais tout ce courage fut inutile contre le nombre, et bientôt une volée de mitraille, tirée par ses propres pièces, et qui frappa en plein dans le bataillon que commandait Casse-Noisette, lui apprit que la batterie du tabouret était tombée au pouvoir de l'ennemi. Dès lors, la bataille fut perdue, et Casse-Noisette ne s'occupa plus que de faire une retraite honorable. Seulement, pour donner quelque relâche à ses troupes, il appela à lui la réserve. Aussitôt, les bonhommes de pain d'épices et le corps de bonbons en sucre descendirent de l'armoire et donnèrent à leur tour. C'étaient des troupes fraîches, il est vrai, mais peu expérimentées. Les bons hommes de pain d'épices surtout étaient fort maladroits, et frappant à tort et à travers,
estropiait aussi bien les amis que les ennemis. Le corps des Bonbons tenait ferme, mais il n'y avait entre les combattants aucune homogénéité. C'étaient des empereurs, des chevaliers, des tyroliens, des jardiniers, des cupidons, des singes, des lions et des crocodiles, de sorte qu'ils ne pouvaient combiner leurs mouvements et n'avaient de puissance que comme masse. Cependant, leur concours produisit un utile résultat. À peine les souris eurent-elles goûté des bonhommes de pain d'épices et entamé le corps de Bonbons, qu'elles abandonnèrent les soldats de plomb dans lesquels elles avaient grand-peine à mordre, et les polichinelles, les paillasses, les arlequins, les suisses et les cuisiniers, qui étaient simplement rembourrés d'étoupe et de son, pour se ruer sur la malheureuse réserve qui, en un instant, fut entourée par des milliers de souris, et après une défense héroïque, fut dévorée avec armes et bagages. Casse-Noisette avait voulu profiter de ce moment de repos pour rallier son armée. Mais le terrible spectacle de la réserve anéantie avait glacé les plus fiers courages. Paillasse était pâle comme la mort. Arlequin avait son habit en lambeaux. Une souris avait pénétré dans la bosse de Polichinelle, et comme le renard du jeune Spartiate, lui dévorait les entrailles. Enfin, le colonel des hussards était prisonnier avec une partie de son régiment, et grâce aux chevaux des malheureux captifs, un corps de cavalerie souriquoise venait de s'organiser. Il ne s'agissait donc plus pour l'infortuné Casse-Noisette de victoire, il ne s'agissait même plus de retraite, il ne s'agissait que de mourir. Casse-Noisette se mit à la tête d'un petit groupe d'hommes, décidés comme lui à vendre chèrement leur vie. Pendant ce temps, la désolation régnait parmi les poupées. Mademoiselle Claire et Mademoiselle Rose se tordaient les bras et jetaient les hauts cris. « Hélas, disait Mademoiselle Claire, me faudra-t-il mourir à la fleur de l'âge, moi, fille de roi, destinée à un si bel avenir? Hélas, disait Mademoiselle Rose, me faudra-t-il tomber vivante au pouvoir de l'ennemi, et ne me suis-je si bien conservée que pour être rongée par d'immondes souris? Les autres poupées couraient et pleuraient, et leurs cris se mêlaient aux lamentations des deux poupées principales. Pendant ce temps, les affaires allaient de plus mal en plus mal pour Casse-Noisette. Il venait d'être abandonné du peu d'amis qui lui étaient restés fidèles. Les débris de l'escadron de hussards s'étaient réfugiés dans l'armoire. Les soldats de plomb étaient entièrement tombés au pouvoir de l'ennemi. Il y avait longtemps que les artilleurs étaient trépassés. La garde civique était morte comme les 300 Spartiates, sans reculer d'un pas. Casse-Noisette était acculé contre le rebord de l'armoire, qu'il tentait en vain d'escalader. Il lui eût fallu pour cela l'aide de Mademoiselle Claire ou de Mademoiselle Rose. Mais toutes deux avaient pris le parti de s'évanouir. Casse-Noisette fit un dernier effort, rassembla tous ses moyens et cria dans l'agonie du désespoir « Un cheval, ma couronne pour un cheval !» Mais comme la voix de Richard III, sa voix resta sans écho, ou plutôt elle le dénonça à l'ennemi. Deux tirailleurs se précipitèrent sur lui et le saisirent par son manteau de bois. Au même instant, on entendit la voix du roi des souris qui criait par ses 7 gueules « Sur votre tête, prenez-le vivant! Songez que j'ai ma mère à venger! Il faut que son supplice épouvante les casse-noisettes à venir !» Et en même temps, le roi se précipita vers le prisonnier. Mais Marie ne put supporter plus longtemps cet horrible spectacle. « Oh, mon pauvre Casse-Noisette !» s'écria-t-elle en sanglotant. « Mon pauvre Casse-Noisette, que j'aime de tout mon cœur,
Te verrais-je donc périr ainsi? Et en même temps, d'un mouvement instinctif, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, Marie détacha son soulier de son pied et de toutes ses forces elle le jeta au milieu de la mêlée, et cela si adroitement que le terrible projectile atteignit le roi des souris qui roula dans la poussière. Au même instant, roi et armée, vainqueurs et vaincus, disparurent comme anéantis. Marie ressentit à son bras blessé une douleur plus vive que jamais. Elle voulut gagner un fauteuil pour s'asseoir, mais les forces lui manquèrent et elle tomba évanouie. La maladie. Lorsque Marie se réveilla de son sommeil léthargique, elle était couchée dans son petit lit, et le soleil pénétrait radieux et brillant à travers ses carreaux couverts de givre. À côté d'elle était assis un étranger qu'elle reconnut bientôt pour le chirurgien Wandelstern, et qui dit tout bas, aussitôt qu'elle eut ouvert les yeux, « Elle est éveillée ». Alors la présidente s'avança et considéra sa fille d'un regard inquiet et effrayé. « Ah, chère maman !» s'écria la petite Marie en l'apercevant. « Toutes ces affreuses souris sont-elles parties? Et mon pauvre casse-noisette est-il sauvé? » « Pour l'amour du ciel, ma chère Marie, ne dis plus ces sottises. Qu'est-ce que les souris, je te le demande, ont à faire avec le casse-noisette? Mais toi, méchant enfant, tu nous as fait à tous grand-peur. Et tout cela arrive cependant quand les enfants sont volontaires et ne veulent pas obéir à leurs parents. Tu as joué hier fort avant dans la nuit avec tes poupées. Tu t'es probablement endormi, et il est possible qu'une petite souris t'ait effrayé. Enfin, dans ta terreur, tu as donné du coude dans l'armoire à glace, et tu t'es tellement coupé le bras que M. Wandelstern, qui vient de retirer les fragments de verre qui étaient restés dans ta blessure, prétend que tu as couru risque de te trancher l'artère et de mourir de la perte du sang. Dieu soit béni que je me sois réveillée, je ne sais à quelle heure, et que, me rappelant que je t'avais laissé au salon, j'y sois rentrée. Pauvre enfant, tu étais étendu par terre, près de l'armoire, et tout autour de toi, en désordre, les poupées, les pantins, les polichinelles, les soldats de plomb, les bonhommes de pain d'épices et les hussards de frites s'étendus pêle-mêle. Tandis que, sur ton bras sanglant, tu tenais Casse-Noisette. Mais d'où vient que tu étais déchaussé du pied gauche et que ton soulier était à 3 ou 4 pas de toi? « Ah, petite mère, répondit Marie en frissonnant encore à ce souvenir. C'était, vous le voyez bien, les traces de la grande bataille qui avait eu lieu entre les poupées et les souris. Et ce qui m'a tant effrayée, c'est de voir que les souris victorieuses allaient faire prisonnier le pauvre Casse-Noisette qui commandait l'armée des poupées. C'est alors que je lançai mon soulier au roi des souris, puis je ne sais plus ce qui s'est passé. » Le chirurgien fit des yeux un signe à la présidente, et celle-ci dit doucement à Marie, « Oublie tout cela, mon enfant, et tranquillise-toi. Toutes les souris sont parties, et le petit Casse-Noisette est dans l'armoire vitrée, joyeux et bien portant. » Alors le président entra à son tour dans la chambre et causa longtemps avec le chirurgien. Mais de toutes ces paroles, Marie ne put entendre que celle-ci. C'est du délire. À ces mots, Marie devina que l'on doutait de son récit, et comme elle-même, maintenant que le jour était revenu, comprenait parfaitement que l'on prit tout ce qui lui était arrivé pour une fable, elle n'insista pas davantage.
se soumettant à tout ce qu'on voulait, car elle avait hâte de se lever pour faire une visite à son pauvre Casse-Noisette. Mais elle savait qu'il s'était retiré sain et sauf de la bagarre, et pour le moment, c'était tout ce qu'elle désirait savoir. Cependant, Marie s'ennuyait beaucoup. Elle ne pouvait pas jouer à cause de son bras blessé, et quand elle voulait lire ou feuilleter ses livres d'images, tout tournait si bien devant ses yeux qu'il fallait bientôt qu'elle renonçât à cette distraction. Le temps lui paraissait donc horriblement long, et elle attendait avec impatience le soir, parce que, le soir, sa mère venait s'asseoir près de son lit et lui racontait ou lui lisait des histoires. Or, un soir, la présidente venait justement de raconter la délicieuse histoire du prince Facardin quand la porte s'ouvrit et que le parrain Drosselmayer passa sa tête en disant « Il faut pourtant que je voie par mes yeux comment va la pauvre malade. » Mais dès que Marie aperçut le parrain Drosselmayer avec sa perruque de verre, son emplâtre sur l'œil et sa redingote jaune, le souvenir de cette nuit où Casse-Noisette perdit la fameuse bataille contre les souris, se présenta si vivement à son esprit qu'involontairement elle cria au conseiller de médecine « Oh, parrain Drosselmayer, tu as été horrible ! Je t'ai bien vu, va, quand tu étais à cheval sur la pendule et que tu la couvrais de tes ailes pour que l'heure ne pût pas sonner. Car le bruit de l'heure aurait fait fuir les souris. Je t'ai bien entendu appeler le roi aux 7 têtes. Pourquoi n'es-tu pas venu au secours de mon pauvre Casse-Noisette, affreux parrain Drosselmayer? Hélas, en ne venant pas, tu es cause que je suis blessée et dans mon lit. » La présidente écoutait tout cela avec de grands yeux effarés, car elle croyait que la pauvre enfant retombait dans le délire. Aussi lui demanda-t-elle, tout épouvantée. « Mais que dis-tu donc là, chère Marie? Redeviens-tu folle ?»« Oh que non, » reprit Marie. « Et le parrain Drosselmayer sait bien que je dis la vérité, lui. » Mais le parrain, sans rien répondre, faisait d'affreuses grimaces, comme un homme qui eût été sur des charbons ardents. Puis tout à coup il se mit à dire d'une voix nasillarde et monotone. Perpendicule doit faire ronron, avance et recule brillant escadron, l'horloge plaintive va sonner minuit, la chouette arrive et le roi s'enfuit. Perpendicule doit faire ronron, avance et recule brillant escadron. Marie regardait le parrain Drosselmayer avec des yeux de plus en plus hagards, car il lui semblait encore plus hideux que d'habitude. Elle aurait eu une peur atroce du parrain si sa mère n'eût été présente, et si Fritz, qui venait d'entrer, n'eût interrompu cette étrange chanson par un éclat de rire. « Ha ha ha! Sais-tu bien, parrain Drosselmayer, lui dit Fritz, que tu es extrêmement bouffon aujourd'hui? Tu fais des gestes comme mon vieux polichinelle que j'ai jeté derrière le poêle, sans compter ta chanson qui n'a pas le sens commun. » Mais la présidente demeura fort sérieuse. « Cher monsieur le conseiller de médecine, dit-elle, voilà une singulière plaisanterie que celle que vous nous faites là, et qui me semble n'avoir d'autre but que de rendre Marie plus malade encore qu'elle ne l'est. »« Bah, répondit le parrain Drosselmayer, ne reconnaissez-vous pas, chère présidente, cette petite chanson de l'horloger que j'ai l'habitude de chanter quand je viens raccommoder vos pendules ?» Et en même temps il s'assit tout contre le lit de Marie et lui dit précipitamment « Ne sois pas en colère, cher enfant, de ce que je n'ai pas arraché de mes propres mains les 14 yeux du roi des souris, mais je savais ce que je faisais, et aujourd'hui, comme je veux me raccommoder avec toi, je vais te raconter une histoire. »« Quelle histoire ?» demanda Marie.
celle de la noix Krakatuk et de la princesse Pirlipat. La connais-tu? Non, mon cher petit parrain, répondit la jeune fille, que cette offre raccommodait à l'instant même avec le mécanicien. Raconte donc, raconte. Cher conseiller, dit la présidente, j'espère que votre histoire ne sera pas aussi lugubre que votre chanson. Oh non, chère présidente, répondit le parrain Drosselmayer. Elle est, au contraire, extrêmement plaisante. Raconte donc, crièrent les enfants, raconte donc. Et le parrain Drosselmayer commença ainsi.